Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de La Vie nouvelle, le chapitre 13, roman autobiographique qui mêle à la fois prose et poésie et qui est écrit par Dante en 1292. Il s'agit d'une œuvre qu'on va appeler en prosimètre, puisqu'elle va mêler à la fois la prose et les vers. Nous y avons accès par le biais d'une traduction, celle de Maxime Durand-Fardel de 1898. Dans La Vie nouvelle, Dante va expliquer la relation amoureuse qu'il va avoir avec Béatrice, la femme qu'il aime. Ici, nous sommes au chapitre 13, nous sommes à peu près au centre de La Vie nouvelle, et nous sommes dans la partie où Béatrice ne le salue plus, elle l'a rejeté, ce qui va entraîner évidemment la désolation du poète. Le chapitre 13 fait suite au chapitre 12, dans lequel nous avons le récit d'un songe, d'une vision, dans laquelle l'amour va venir personnellement donner des conseils à Dante sur sa relation et va créer une opposition entre l'espoir et le désespoir, par laquelle Dante va accéder à une forme de maturité sur son sentiment amoureux. Je passe à la lecture du chapitre 13. Après la vision que je viens de raconter, et après avoir dit les paroles que l'amour m'avait imposées, me vinrent des pensées nombreuses et diverses qu'il m'a fallu sonder et combattre une à une sans pouvoir m'en défendre. Parmi celles-ci, 4 m'ôtaient tout repos. L'une d'elles était celle-ci. La domination de l'amour est bonne parce qu'elle écarte de toute vilainie l'esprit de son fidèle. L'autre était que la domination de l'amour n'est pas bonne, parce que plus on y est soumis, plus il faut passer par des chemins pénibles et douloureux. On le voit dans ce chapitre, on va avoir une première partie en prose, qui correspond à la définition de l'autobiographie, et une deuxième partie en vers, qui correspond à la définition de la poésie. En cela, il va falloir faire des liens entre la partie en prose et la partie en vers, ce qui va nous amener à nous poser la question suivante: en quoi l'autobiographie fonctionne-t-elle ici comme un atelier poétique ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 4 mouvements, 4 parties, qui seront les 4 paragraphes qui le constituent. De la ligne 1 à 4, nous avons une contextualisation autobiographique, puis de la ligne 5 à 12, nous avons l'exposé des 4 pensées qui tourmentent le personnage auteur. Ensuite, nous aurons une troisième partie qui présente l'égarement de cet auteur, ligne 13 à 17. Et enfin, nous terminons avec le poème, qui va fonctionner comme une synthèse poétique du chapitre, du vers 18 à 31. Je passe ainsi aux commentaires. Le texte s'ouvre sur 2 compléments circonstanciels de temps. Après la vision que, après avoir dit les paroles que. Ici, il va s'agir pour Dante de faire une synthèse du chapitre précédent. Mais c'est aussi une synthèse générale du fonctionnement de son recueil, puisque nous avons ici l'exposé précisément du prosimètre. La vision que je viens de raconter, il s'agit de la prose. Après avoir dit les paroles que l'amour m'avait imposées, il s'agit du poème qui précède justement ce chapitre. Donc on a l'exposé, un peu la mise en abîme du schéma de l'œuvre en général, La Vie nouvelle. De la même manière, nous avons dit qu'il s'agissait d'une œuvre autobiographique. Ici, on va pouvoir le voir notamment avec l'apparition de la première personne, le je. Mais il est intéressant de noter que ce je, ici, est plutôt en position d'objet, puisque lorsque je considère la proposition principale, eh bien, ce sont les pensées qui sont sujets, grammaticalement, et la première personne est objet, complément d'objet indirect, me vinrent des pensées, qu'il m'a fallu sonder. Ici, à chaque fois, ce n'est pas l'auteur qui fait l'action, mais il subit une action, et cette action lui est dictée par l'amour, avec un A majuscule. Ici, il s'agit en fait de métaphoriser la relation d'inspiration qui fonde la poésie. Dante va se poser dans le mythe traditionnel du poète inspiré, seulement ici, la divinité qu'il inspire sera l'amour, d'où la majuscule. On peut noter aussi une progressivité, un effet d'annonce qui va intervenir avec l'usage du futur, me vinrent des pensées nombreuses et diverses. Il va ensuite clore cette annonce avec l'exposé des 4 pensées particulières qu'il développe. Je passe ainsi à la deuxième partie de mon texte. Cette partie s'articule
avec un certain nombre de répétitions et de parallélismes. On retrouve la répétition, l'une d'elles était celle-ci, une autre était celle-ci, la quatrième était celle-ci. Énumération à laquelle on peut ajouter l'autre était que, et il est intéressant de voir aussi la variation. Tout est répété, mais tout est soumis à variation. Et en cela, ça pourrait fonctionner un petit peu comme le processus de brouillon. Alors, ces 4 pensées vont être soumises à un régime du paradoxe, puisqu'elles vont s'opposer l'une à l'autre, soit par antithèse, elle est bonne parce que, ou elle n'est pas bonne parce que, soit en opposant des thématiques. Le nom de l'amour est si doux, ou la femme à qui l'amour t'attache si étroitement n'est pas comme les autres femmes. Donc ces systèmes d'opposition vont venir en complément du système de parallélisme. En d'autres termes, on est ici dans l'exposé d'une pensée qui est paradoxale et qui du coup va mimer à travers ces hésitations à la fois l'hésitation de l'amoureux, mais aussi l'hésitation de celui qui explique son sentiment. En d'autres termes, on montre l'hésitation dans l'écriture. Signe encore de cette hésitation, on peut noter le polyptote, doux et douce, aux lignes 8 et 9, qui montre toujours la répétition et la variation. Ce polyptote va être redoublé par un effet de traduction. Les noms suivent des choses auxquelles ils sont appliqués, comme il est écrit nomina sunt complementa rerum. Ici, c'est exactement la même chose qui est répétée, mais dans 2 langues différentes, une fois en français, une fois en latin. Enfin, une fois en italien, puisqu'il est écrit en italien, et une fois en latin. Il y a aussi, à travers cet effet de traduction, l'effet d'une filiation. Je suis héritier d'une langue, de la même manière que je suis héritier d'une tradition poétique qui est celle du poète inspiré. Enfin, on peut remarquer l'omniprésence de l'amour, ce qui est évidemment logique étant donné le contexte, mais toujours on a cet effet de répétition et de variation. La domination de l'amour, complément du nom, la femme à qui l'amour t'attache si étroitement, proposition subordonnée relative. Donc on a toutes ces variations qui vont venir complexifier simplement ce qu'on pourrait reconnaître comme des répétitions. Je passe à ma 3e partie. Ici, il va s'agir de mettre en scène l'égarement, qui va se traduire par le champ lexical de la guerre, par celui de la difficulté. Mais il y a un élément intéressant qui va commencer à apparaître, ce sont les effets de répétition, non plus à l'intérieur d'une partie, mais entre les différentes parties du texte. Notamment avec la répétition du mot « chemin », qui était présent à la ligne 7, mais qui va revenir à la ligne 14 et à la ligne 16. Il faut passer par des chemins pénibles. Qui ne sait quel chemin suivre, ce chemin se trouvait tout à fait contraire à mes pensées. Donc on a une espèce de progressivité qui va se mettre en scène, progressivité qui va un petit peu mimer la progression du personnage au travers de ses pensées. Cette progression étant permise par la narration de ses pensées, dans le sens où nous sommes dans une narration autobiographique qui va être caractérisée par l'usage des temps du récit, l'imparfait principalement, et un petit peu le passé simple. Il est intéressant de noter toujours les effets de parallélisme, qui ne sait par quel chemin suivre, qui voudrait bien marcher, mais qui ne sait pas où il va, avec les répétitions successives des propositions subordonnées relatives, et la mise en perspective ou la mise en scène d'une posture unique avec cette idée qu'il ne prend pas le chemin battu, mais bien un chemin qu'il serait seul à prendre, un sentier qui serait en dehors du chemin. Je songeais à chercher un chemin battu, c'est-à-dire celui que prendraient les autres. Ce chemin se trouvait tout à fait contraire à mes pensées. Ici, il s'agit de se poser comme héritier de cette tradition, du poète détaché du commun des mortels. Enfin, cette partie en prose va se conclure sur un constat au présent. C'est dans cet état que je fis le sonnet suivant. Ici, ce constat au présent va manifester dans l'écriture autobiographique la présence du « je » auteur au moment où il écrit. Il y a un effet de rétrospection sur l'état qu'il décrivait et c'est bien le je présent qui analyse tout ce qu'il vient de raconter comme étant les conditions de réalisation du sonnet qui suit. C'est ainsi que je passe à la dernière partie qui est constituée du poème. Ici, il s'agit d'un poème en 14 vers dont on peut identifier du coup qu'il correspond à un sonnet. Le sonnet qui est annoncé déjà à la ligne 17. Simplement, ici, les règles du sonnet ne sont
pas conventionnel, dans le sens où c'est un sonnet italien. Nous avons ici accès à une traduction, et du coup, on ne peut pas reconnaître un sonnet à la française, puisque ce ne sont pas les mêmes règles de versification. Cependant, il s'agit bel et bien d'un sonnet, c'est-à-dire une forme poétique, fixe, fortement régulée. Quand on regarde ce sonnet d'un peu plus près, on se rend compte qu'il fonctionne un petit peu comme une synthèse de ce qui précède. En d'autres termes, il redit, mais de manière différente, ce qu'il avait déjà dit. Et cet effet de redite va pouvoir se justifier par tout un tas de répétitions. Diverses au vers numéro 2 étaient déjà présents à la ligne numéro 2. Soumettre au vers numéro 3 était déjà présent à la ligne numéro 7. Douceur au vers numéro 5 était présent à travers le polyptote doux et douce. Donc on a tout un système de répétition qui va venir ancrer la création du poème dans la narration autobiographique qui précédait. Cependant, l'effet de paradoxe qui était déjà présent en sous-texte dans le paragraphe numéro 2 va ici se mettre en scène de manière un peu différente. Puisqu'en effet, par l'anaphore, l'une et une autre et une autre et une autre, on reconnaît la progression du paragraphe numéro 2. Par contre, l'identification des pensées, 1, 2, 3 ou 4, n'est pas si évidente. En réalité, l'idée de soumission et l'idée de folie pourraient toutes les deux correspondre aussi bien à l'idée numéro 1 qu'à l'idée numéro 2. De la même manière, pour la pensée numéro 3 et la pensée numéro 4, la douceur et les larmes pourraient tout aussi bien correspondre à la pensée numéro 3 ou 4. On retrouve l'idée de douceur avec le mot doux. Par contre, on retrouve l'idée d'espérance avec l'idée la femme à qui l'amour t'attache si étroitement. Donc on a une espèce de tissage extrêmement dense, extrêmement serré, qui va permettre de complexifier ce qui, a priori, dans la narration, était relativement simple. On observe ainsi un passage de la première personne à la troisième personne. Ce sont les pensées qui demandent pitié, alors que c'était lui qui faisait appel à la pitié à la ligne 16 et 17. Il y a donc une identification du poète à ses pensées. On est toujours dans la posture traditionnelle du poète inspiré. On retrouve l'idée de peur qui correspond à l'idée de la guerre, et on retrouve même, en plus de ces répétitions lexicales ou thématiques, des répétitions syntaxiques, avec des parallélismes. Je voudrais parler et je ne sais ce que je pourrais dire, qui correspond à la formulation qui voudrait bien marcher, mais qui ne sait pas où il va. On a vraiment un parallélisme de construction qui se situe à ce niveau-là. Les phrases sont différentes dans leur sens, mais pas dans leur construction. On a toujours cette idée de répétition et de variation. L'idée d'égarement, qui était sous-entendue dans le paragraphe numéro 3, va être explicitée avec l'adjectif égaré au vers numéro 28. Dernier élément intéressant avant de passer au concetto, c'est-à-dire à la fin du poème, c'est la disparition de la majuscule au mot amour. Avant, il s'agissait d'une divinité. À travers la majuscule, on pouvait trouver une allégorie. Simplement, ici, il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. Je suis comme égaré dans l'amour. Donc on a une dévaluation qui va aller de pair avec une réévaluation de la pitié qui était utilisée comme nom commun à la ligne 17 et qui ici va passer à une allégorie à la ligne 31, Madame la pitié, avec l'appellatif Madame et la majuscule au nom pitié. Le poème se clôt donc sur cet effet de paradoxe, un paradoxe aussi bien en termes thématiques. Je veux les accorder toutes, ce qui est contraire à ce que chacun voudrait faire, à savoir choisir l'une ou l'autre, mais aussi un paradoxe dans les formulations, mon ennemi, qu'elle me vienne en aide, puisque normalement, les ennemis ne viennent en aide à personne. On peut noter par ailleurs la syllapse sur le verbe accorder, puisqu'il s'agit ici de créer un accord aussi bien intellectuel qu'un accord musical, puisqu'il est en train de composer précisément une poésie, un poème. Donc, à travers ce concetto, on va retrouver finalement la synthèse générale en 3 vers de tout l'égarement amoureux du poète. En quoi l'autobiographie fonctionne-t-elle comme un atelier poétique ? On a vu tout d'abord qu'il s'agissait, comme tout texte autobiographique, d'une mise en abîme. Il s'agit de la représentation de l'auteur au travail. Le poète représente les conditions de réalisation de son poème avant de présenter le poème en lui-même. Simplement, cet effet de mise en abîme va se voir complexifié par la représentation du travail lui-même, tant au niveau micro, à l'échelle du chapitre, qu'au niveau macro, au niveau du livre en lui-même, qui se trouve représenté dès la première phrase. Par ailleurs, on a une forte mobilisation du topos de l'inspiration.
lieu commun de l'inspiration, qui va être renforcé par la référence à la vision qui avait été l'objet du chapitre 12. L'auteur, le poète, se situe comme simple porte-parole de la divinité, ici l'amour. Et ainsi, il va s'inscrire dans une tradition poétique qu'il va participer à renouveler pour une part. Troisième point d'intérêt, il s'agit de voir que le texte va opérer un tissage extrêmement complexe entre l'autobiographie et le poème, que l'on va voir à travers les répétitions lexicales, les répétitions thématiques, les parallélismes de construction, etc. Ici, il s'agit de la mise en scène d'une écriture extrêmement répétitive, voire même circulaire, mais qui progresse néanmoins dans le travail formel, ce que Ponge appelle la rectification continuelle de l'expression. En définitive, l'autobiographie va éclairer le poème. Il en explique les conditions de rédaction, mais aussi celles de réception. En termes savants, elle est un art poétique. Mais, en tant qu'avant-texte, elle constitue une version moins dense, plus évidente, elle en est aussi un brouillon. De la même manière, par la mobilisation du topos de l'inspiration, elle souligne que le poème est une co-création. Le poète n'est pas seul, participe de sa création la divinité qui l'inspire, qu'elle soit l'amour ou la pitié. En tant qu'art poétique, en tant que brouillon et en tant que co-création, tout cela participe de la mise en scène des conditions d'écriture, autant dire de l'atelier poétique. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter des propositions infinitives dans la première phrase. La définition de la proposition étant un groupe de mots organisés autour d'un verbe, la proposition infinitive s'organisera donc autour d'un verbe à l'infinitif. Il s'agit ici d'un type spécifique de propositions subordonnées. Elles sont toujours des subordonnées conjonctives et du coup peuvent être ou complétives ou circonstancielles. Pour définir le statut verbal d'un infinitif, il faut tout d'abord identifier s'il occupe syntaxiquement une fonction de verbe. Pour cela, il suffit de vérifier pour chaque infinitif s'il possède ou non un complément d'objet. En l'occurrence, tous les infinitifs présents dans cette phrase en possèdent un. Raconter possède le complément d'objet direct que, qui reprend vision. Avoir dit, qui est un infinitif passé, possède un complément d'objet direct, les paroles. Sonder et combattre, qui sont corrélés par la conjonction de coordination et, possèdent tous les deux le même complément d'objet direct, c'est le QU apostrophe qui reprend le nom commun penser. Pouvoir possède le complément d'objet direct m'en défendre. Et enfin, défendre lui-même possède un COD, le M apostrophe, et un COI qui devient du coup COS, le pronom en. Ils sont donc tous noyaux de propositions infinitives. Maintenant, pour les classer, il faut déterminer leur fonction à eux par rapport à la principale. Nous aurons ainsi 4 propositions subordonnées complétives. Raconter est lui-même le COI du verbe venir, je viens de quoi? De raconter. Sonder et combattre sont les COD du verbe falloir, il m'a fallu quoi? Sonder et combattre. Et défendre est le COD du verbe pouvoir, sans pouvoir quoi? M'en défendre. Elles sont donc toutes noyaux de complétives. Pour ce qui est des infinitifs avoir dit et pouvoir, chacun d'entre eux est introduit par une conjonction de subordination, respectivement après et sans, qui leur attribue du coup la fonction de complément circonstanciel, de temps pour avoir dit et de manière pour pouvoir.